t'inquiète, c'est la même. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et de voir que la salle est presque comble. Donc je me présente, Clara Lorenzo. J'ai travaillé avec une bonne petite équipe sur cette conférence parce qu'il nous semblait très important pour la journée des auteurs de pouvoir introduire le rap et reconnaître enfin les rappeurs comme des auteurs. Et on a ici de beaux exemples de différents styles, etc. Donc voilà. Merci. Donc nous avons Kadaz, juste ici, qui est un des pionniers du rap strasbourgeois. Donc Kadaz qui faisait partie du groupe La Mixture, assez célèbre, et puis qui maintenant est en carrière solo. Juste à côté, nous avons Zoxy. Zoxy, qui est un rappeur de Boulogne qui a créé le groupe des Sages Poètes de la Rue et qui est aussi en solo aujourd'hui et qui a aussi créé le label Beat de Boule. Et voilà, Zoxy qui est un très très grand rappeur. Je vous remercie d'être ici, ça fait plaisir. Juste à côté, nous avons Douskawa. Douskawa qui cache un peu sous sa casquette un grand poète du rap. On est très heureux de l'avoir aujourd'hui. À côté, nous avons Giorgio. Giorgio qui est un jeune rappeur très 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 talentueux que vous avez sans doute écouté souvent sur la radio. Enfin bref, un super rappeur comme ici. J'ai pas vraiment préparé de texte, c'est pour ça. Juste à côté, nous avons Hippocampe Fou. Hippocampe Fou qui est un rappeur ovni, je pense. On peut tous s'accorder là-dessus. Avec un univers céleste incroyable et tout à fait unique. À côté, nous avons Monsieur Thomas Guénolé. Que vous connaissez sans doute, cher Sciences Piste, puisqu'il est enseignant ici, il est politologue. Et puis, surtout, Monsieur Guénolé a participé à démystifier la banlieue dans son ouvrage « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» Et à côté, nous avons Jean Simon. Bravo. Jean Simon, un camarade qui va m'aider pour cette conférence. Merci. Camarade. Et enfin, nous avons Nasty, qui est assis juste ici. Nasty, qui est une grande figure de la culture hip-hop. Un danseur, un chorégraphe, un mec de conférence. Pour ceux qui sont déjà allés au Juste Debout, c'était lui qui le présentait. Et puis c'est aussi un enseignant à la Juste Debout School qui enseigne l'histoire du hip-hop. Et on va lui demander de venir nous présenter un petit peu tout ça pour contextualiser. Merci. Merci Clara, merci à vous d'être aussi nombreux. Vous pouvez vous applaudir également. Donc, avant de commencer avec ce panel exceptionnel, il est nécessaire d'inscrire le rap, cette discipline, dans sa vérité historique, la culture à laquelle elle appartient, la culture hip-hop, tout simplement. Donc cette culture, elle est apparue, elle est née aux États-Unis au tout début des années 70. Mais c'est la résultante de plusieurs années de métissage, de mixité entre les cultures traditionnelles africaines et les cultures occidentales. Tout ça sur fond d'esclavage, je pense qu'on est tous au courant, on connaît un petit peu l'histoire, au minimum. Et donc tout cela, au niveau culturel, au niveau artistique, donne des différents styles musicaux. Le jazz tout d'abord, soul,
funk. Et au tout début des années 70, on arrive bien sûr avec le hip-hop et le rap. Mais comment est-ce que cette forme de culture est née? Comment est-ce qu'elle est apparue? Il est nécessaire pour cela de rendre hommage à un personnage d'exception qui s'appelle DJ Kool Herc. Vous pouvez noter, hein, DJ Kool Herc. Il y aura peut-être une interrogation à la fin. Et DJ Kool Herc, donc un immigré jamaïcain. Donc il est né en Jamaïque, à Kingston, en 1955. Il est arrivé à New York, plus précisément dans le quartier du Bronx en 67. Et avec ses parents, donc ils arrivent dans ce quartier qui est assez pauvre, où il y a pas mal de minorités. Donc ce quartier était quand même un quartier où vivaient les classes moyennes autrefois. Puis à partir de 1948, ils ont décidé de construire une autoroute, Cross Bronx Expressway. Et donc tous les gens qui avaient un peu plus de revenus ont décidé de partir. Et vers la fin des années 60, donc, ce quartier est vraiment très, très pauvre. J'ai quelques images à vous montrer. Par contre, on n'a pas le son. Bon, désolé, mais au moins vous pouvez voir la vétusté de ce quartier qu'on appelle le Bronx. Donc, le jeune Clive Campbell, donc c'est son vrai nom. Le jeune Clive Campbell, il arrive donc dans ce quartier vétuste qui est entre les mains des gangs à l'époque. Donc, dès la fin des années 60, ce quartier est placé entre les mains de pas mal de gangs, qu'ils soient latinos, afro-américains. Ils sont à la tête de ce quartier. La police ne passe plus dans ce quartier. Et le jeune Clive Campbell, donc il arrive aux États-Unis, il a à peu près 12 ans. Il aime beaucoup le sport, il aime beaucoup la musique, mais déjà pour son âge, il est assez costaud. Donc rapidement, on l'appelle Hercule. D'accord ? Et il s'intéresse beaucoup à la musique, au sport, comme je vous l'ai dit. Il commence à intégrer une équipe de basket. Et de Hercule, ça passe à Kool Herc. Des années après, je vais essayer de faire court puisqu'il est assez difficile d'évoquer près de 40 ans à un quart d'heure, mais on va y arriver. Donc des années après, en 73, plus spécifiquement le 11 août 73, donc sa sœur Cindy va passer en classe supérieure. Il décide de lui faire une petite surprise. Donc il a un bagage. C'est sa culture jamaïcaine, la culture du sound system. Le sound system, qu'est-ce que c'est ? C'est des enceintes, c'est un gars qui est au platine, qui passe des versions instrumentales, et un gars qui est au micro, comme ça, qui toast. D'accord ? Il ramène un peu cette partie de sa culture aux États-Unis, et il décide d'organiser, pour sa sœur, Cindy, donc qui va passer en classe supérieure, ce qu'on appelle une block party. D'accord ? Donc il a quelques vinyles, et il se dit, il sera intéressant pour ma sœur de faire un petit cadeau. Ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas encore aller en boîte. Il habite au 1520 Sedgwick Avenue, donc un quartier du Bronx. Et il décide de poser donc avec sa sœur, tranquillement, son matériel. Ils attendaient une petite cinquantaine de personnes, mais il y a 100, 110, 120, 130, 200, 300 personnes qui arrivent de tous les quartiers du Bronx pour assister à cette block party. Cette block party n'est pas réellement la première, mais c'est la première block party qui fédère autant de monde. Elle est devenue légendaire, mythique. Donc le DJ au platine, retenez bien ce nom, était DJ Kool Herc. C'est le premier qui a justement posé les bases de cette culture que l'on appelle hip-hop. D'accord ? Pourquoi ? C'était le premier DJ de cette génération hip-hop. Pour quelle raison ? Il a créé la toute première technique que l'on appelle le merry-go-round. D'accord ? La partie instrumentale d'un morceau sur la platine A, la partie instrumentale d'un autre morceau sur la platine B, il enchaîne les deux
Il n'y avait pas encore de sampler à l'époque, pas encore d'échantillonneur. Et ça a donné la toute première technique de DJing qu'on appelle le merry-go-round. Passer d'une version instrumentale à l'autre. À partir de là, il a inspiré pas mal de monde, beaucoup d'autres DJ, beaucoup d'autres MC également. Parce que non seulement il plaçait les sons, mais il avait toujours des annonces à faire. Que ce soit annoncer des anniversaires, faire un petit clin d'œil à une fille qu'il aimait bien, annoncer la prochaine partie. Donc il était au contrôle du micro, le microphone controller, le MC, ou le master of ceremony. D'accord ? Très très important. Donc c'était le premier DJ, mais c'était également le premier MC, le premier rappeur de cette génération hip-hop. Donc bien sûr, pour pouvoir continuer à exceller en tant que DJ, il prenait ses disques, il les plaçait sur ses platines et tout. Il n'avait pas du tout le temps, en même temps, d'haranguer le public, d'ambiancer. Il fallait que quelqu'un l'aide. Il ne pouvait plus être MC. Il a donc fait appel à l'un de ses amis. Bon, bah, je l'ai sur l'ordinateur, mais malheureusement pas de son. Je vous le montre quand même. Donc, le tout premier MC, celui qu'il assiste, il s'appelle MC Coq La Rock. Donc, c'est un gars qui était sur le Bronx, il était là, il avait la tchatche facile, il aimait bien vanner, ce qu'on appelle en français vanner, taquiner un petit peu les gens, les grands, les petits, les moyens. Et Kool Herc l'a donc choisi pour l'assister au niveau... Pardon. Je me suis juste dit que si on bougeait un peu, le son marcherait. Ah bah nickel. C'était le Jack ? Ouais, c'était le Jack. Ok. Merci Georges. Ah, on peut l'applaudir bien fort. Donc comme je vous disais, il a donc choisi, puisqu'il ne pouvait plus le faire, il a donc choisi MC Coq La Rock pour haranguer le public. Et Coq La Rock, donc le tout premier, a commencé vers 1975 à animer les parties de DJ Kool Herc et bien sûr, beaucoup d'autres personnes l'ont pris comme modèle, ont commencé dans l'intimité de leur chambre à essayer de l'imiter. Donc juste après ça, le mouvement hip-hop reste toujours underground jusqu'à la fin des années 70, d'accord ? Mais DJ Kool Herc, comme je vous l'ai dit, c'est la base même de ce mouvement. Donc comme on a vu, c'est le premier DJ, c'est également le premier MC, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant qu'on a le son, je vais peut-être pouvoir vous le montrer, il a créé la toute première technique. Passer d'un son instrumental à un autre, ce qui permettait à des gars qui étaient un peu sur le côté, des danseurs, d'entrer justement dans le cercle, d'entrer dans la danse. Il a décidé de les baptiser B-Boy et B-Girl. Pourquoi ? Lorsque ça chantait et tout, c'était un petit peu mélodieux. Non, ça le faisait pas trop. Mais quand il y avait justement cette partie instrumentale, c'est le moment qui leur permettait de s'exprimer. D'accord ? Les B-Boys et les B-Girls, c'est ce qu'on appelle communément en français les breakers. D'accord ? Donc je vous passe quelques images de Kool Herc. C'est Jack en fait. Ouais, c'était ça. Nickel. DJ Kool Herc. To the first hero of the hip-hop groove, the man who made the people move. From Jamaica he came with a sense of rhythm, and what he brought to the Bronx was a sound system. Music he played made life work, and made him a legend. Kool DJ Herc.
Kool Herc gave a party, everybody be there. A lot of people used to have fun, big fun. That was the talk for the whole weekend, or the whole summer. Where did you party? I was partying with Kool Herc, man. He gave a block party, you know, the tennis court disco, a lot of other things too. Ok, donc vous voyez qui c'est, DJ Kool Herc, émigré jamaïcain. Donc, il a posé les bases de cette culture dès le début des années 70. D'accord? DJing, MCing et B-boying. Il a bien sûr été copié par d'autres personnes. Il y avait notamment à ses côtés un jeune qui s'appelait Joseph Sadler, qui à chaque fois, lorsqu'il faisait ses block parties, donc ses parties, ses soirées, il était à côté, il regardait un petit peu ce qu'il faisait, il s'inspirait de lui, mais il essayait d'aller beaucoup plus loin. Joseph Sadler a essayé de pousser la technique du DJing à l'extrême. L'extrême au niveau de la rapidité, de la précision, de la vitesse. Très rapidement, ce Joseph Sadler, on l'a appelé Flash. Ok? Il s'entraînait à mixer avec ses deux platines, que ce soit avec ses coudes, son front, à l'envers, un peu à l'image de Jimi Hendrix. Bref, donc ce Joseph Sadler, il a très rapidement se planté au niveau du Bronx, DJ Kool Herc. Il n'avait vraiment pas le temps, il n'avait pas du tout le temps d'haranguer le public, de l'appeler, de sauter les anniversaires. Il a donc choisi, pour l'aider, 5 MC. À ce moment-là, on l'a appelé Grandmaster Flash and the Furious Five. Ok? Je pense que vous connaissez. Pas tous. Quand même. Il y en a. Merci. Ça m'a fait peur un peu. Il y a un truc, Grandmaster Flash n'est pas le seul à être influencé par DJ Kool Herc. Il y avait également un ancien chef de gang, donc l'un des gangs les plus réputés à New York, qui s'appelait les Black Spade. Et à la tête de ce gang, il y avait un gars qui s'appelait Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa, pendant de très très longues années, il a régné à la tête de ce gang, les Black Spade. Et un jour, il a vu l'un de ses amis tomber sous les balles des policiers. Et il s'est dit, bon bah on va essayer d'arrêter ce cycle de la violence, de la peur, des gangs, et utiliser tout ce qu'il y a de positif dans nos quartiers pour pouvoir évoluer. Et pour ce faire, il a trouvé des modèles. Il a pris les meilleurs b-boys, il a pris les meilleurs MC, il a pris les meilleurs dans différentes disciplines, même le graffiti. Et il les a baptisés Zulu King pour les hommes et Zulu Queen pour les femmes. Il a donc donné aux toutes nouvelles générations qui vivaient dans le quartier du Bronx, plus spécifiquement le South Bronx, des modèles, ce qu'ils n'avaient pas. Les modèles auparavant, c'était les gangs. Vivre dans la violence, faire de l'argent, vendre de la drogue. Il a changé un petit peu ce cycle de la violence. Je vous montre une autre vidéo. When Bambaataa became a DJ, he unleashed a new energy into hip-hop. It was an energy that tapped into a frightening force which dominated Bronx life in the 70s, its street gangs. In an era when the Bronx was rife with savage territorial conflict, Bambaataa was already well known in the area as a notorious gang leader. At that time, we was part of the gang movement, the Black Spades, the Savage Skulls, the 70 Mortals, the Reapers, all those groups was, controlling the Bronx. And then from my travels and seeing one of my best friends get killed by the police on Pelham Parkway in the Bronx, and seeing how a lot of the brothers and sisters was getting hurt up, that's when I said I had to, try to lead, our organization into another direction.
Bambaataa formed the Zulu nation. Donc dans ce quartier, j'espère que vous parlez tous espagnol. C'est bon? Ok, cool. Donc dans ce quartier du South Bronx, il a créé ce qu'on appelle en France, nous, une association, loi de 1901, sauf qu'il n'a pas déposé les statuts. Il a appelé en premier lieu Organization, mais inspiré par un film du début des années 70, qui s'appelle Zulu, qui montre un petit peu comment les différentes tribus Zulu ont affronté les colons, qui soient anglais, qui soient néerlandais à cette époque. Il a décidé d'appeler cette organisation Zulu Nation. D'accord? D'où le nom qu'il donnait à ses modèles, à ses figures emblématiques, Zulu King et Zulu Queen. D'accord? Donc, le mouvement reste quelque peu underground jusqu'en 1979. Mais en 1979, les choses vont quelque peu changer. Les MC vont commencer à signer en maison de disques. Le MC le plus célèbre à l'époque, celui qui réussit à décrocher un contrat, c'est Monsieur Kurtis Blow. D'accord? Kurtis Blow, à l'époque, en 79, boum, il réussit à signer un contrat de plusieurs milliers de dollars avec le label Mercury. Donc, à partir de ce moment-là, les choses changent. On va dire que le duo DJ-MC n'existe plus. Le DJ sera de son côté et le MC sera d'un autre côté, en train de faire de l'argent avec les maisons de disques. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe à un autre cap. Maintenant, je vais essayer d'établir la relation entre les États-Unis et la France, la raison pour laquelle nous avons un panel exceptionnel, comme j'ai dit précédemment. En 1982, donc, M. Afrika Bambaataa, que je vous ai présenté tout à l'heure, avec l'aide d'un journaliste français qui s'appelle Bernard Zecri, donc qui écrivait des articles pour un magazine qui à l'époque s'appelait Actuel. Donc, il est parti vivre pendant quelques mois, quelques années aux États-Unis, et il a vu justement l'émergence de cette culture hip-hop, et il désire ramener un petit peu cette fougue, cette culture, cette énergie en France. Il va, avec l'aide de différents médias, donc le magazine Actuel, mais également Europe 1, organiser une tournée où, en France, à Paris, à Belfort, à Lyon, à Mulhouse, à Londres, mais également à Los Angeles aux États-Unis. D'accord? Donc, il ramène dans ses valises des gens qui font du double dutch, donc c'est les deux cordes à sauter, des gens qui font du graffiti, des gens qui font du b-boying, donc comme je vous l'ai dit, les fameux Rocksteady Crew, mais également des graffiti artistes. Et lors de cette journée, donc c'est le 27 novembre 82, il adoube un certain nombre de jeunes qui étaient présents à cette occasion. Dynasty, Jaïd, Salim et beaucoup d'autres. Il les nomme Zulu King, censé représenter le mouvement hip-hop en France. Et à cette occasion, donc, comme je vous l'ai dit, il nomme différentes personnes. Ces personnes ont pour charge, justement, de porter la bonne parole du hip-hop en France. Donc voici la connexion entre les États-Unis et la France. Et 30-35 ans après, les enfants de cette fameuse journée. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je tiens à remercier les étudiants qui m'ont invité. Bon, j'aurais voulu rester un peu plus longtemps, mais j'ai un cours de danse. Je vais devoir vous laisser et j'espère vous retrouver bientôt. Merci, merci à vous. Bon, en tout cas, merci pour l'introduction. J'espère que ça donne à tout le monde envie qu'on ait un cours sur l'histoire du rap à Sciences Po, parce que comme vous avez vu, c'est beaucoup trop long. Donc si vous savez, il faudra militer pour essayer d'avoir ça pour les années qui suivent. Ce serait super intéressant. Donc on va pouvoir commencer à poser des questions au panel d'artistes.
Et la première, qui est quelque part la plus bête, c'est on est ici pour la journée des auteurs, et on vous a considéré comme des auteurs, et finalement, tout bêtement, est-ce que vous considérez comme des auteurs? Donc je sais pas dans quel sens vous voulez qu'on parte. On va commencer. Marie-Marc. Non, moi. Ah non, je m'étais mis là pour finir. Bonsoir Sciences Po. Ça va Sciences Po? J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Normalement, c'est des concerts. Les gens, ils sont déjà en transpi avec une bière à la main et tout. Vous êtes très sage pour. Bon, est-ce que je me considère comme un auteur? Oui, voilà. Bravo. Voilà, est-ce qu'il faut développer? Quel est le fond de ta question en fait, à part le... Il va falloir creuser un petit peu, on est à Sciences Po quand même. Et tout. Tu veux des munitions hein? Non, mais je peux parler de mon expérience personnelle, du coup? Ouais, ou tu voulais faire un rapide tour de table? C'était, oui, lance sur l'expérience personnelle et... Finalement, c'est pourquoi tu as commencé à écrire et pourquoi tu as commencé à écrire du rap. Pourquoi j'ai commencé à écrire? En fait, moi, j'ai une carrière, entre guillemets, assez particulière, parce que je me destinais à devenir réalisateur. Je voulais faire des films, je voulais vous faire rêver tous. Mais j'étais feignant un petit peu. Et puis, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour réaliser un court-métrage. Et j'ai découvert le rap assez tardivement, quand j'ai commencé mes études de ciné. C'est-à-dire que j'avais entendu, comme tout le monde, des morceaux de rap qui passaient à la télé, MTV, à la radio. J'avais des classiques, j'avais NTM, IAM, les Fujis, des trucs que j'avais en CD, mais je connaissais pas plus que ça, ce mouvement. Et je sais pas, j'ai eu un déclic. Je crois que c'est Ghost Dog en fait qui m'a donné le déclic, pour ceux qui ont vu ce film de Jim Jarmusch, parce que je trouvais que c'était magnifique le mélange entre culture samouraï ancestrale, mafia, enfin délire mafia, voilà, comme on voit dans les films de Scorsese, et cette culture hip-hop qui était toute fraîche encore, puisque c'est sorti fin des années 90, tout ça. Donc, et ça m'a donné envie de creuser un petit peu. Et donc j'ai commencé à écrire et je me suis dit, ah mais finalement quand j'écris des morceaux, c'est comme si j'écrivais un petit scénario, un petit court-métrage. Donc j'ai pris un petit peu ce rôle de conteur, storyteller. Et voilà, c'est vrai que je dis souvent que je me considère plus comme ça que comme sociologue, parce que je sais regarder les gens, je sais analyser un petit peu le monde qui m'entoure, mais je préfère raconter des histoires, créer des personnages et essayer de fabriquer des choses un peu à la fois personnelles et intemporelles. Voilà. Bisous. Bonjour. Bonsoir. Moi, est-ce que je me considère comme un auteur? Je me considère comme quelqu'un qui écrit des chansons, mais j'ai jamais mis de mots dessus, alors auteur ou pas, je sais pas trop. Je m'étais jamais posé la question jusqu'à présent. Donc non, je sais pas. Salut. Salut. Tu réponds quand je te cause? Bon, moi je me considère pas comme un auteur non plus, parce que j'ai l'impression que c'est... je sais pas, c'est un réflexe archaïque, reptilien. C'est plus proche de... je sais pas, de la sexualité presque, que de vouloir créer quelque chose. En plus, auteur, tu as toujours besoin qu'il faut expliquer ce que tu fais. Moi, j'ai l'impression, comme j'ai pas de prétention d'être quelqu'un de doué, je pense que j'ai le droit à l'erreur. Et je cherche pas... En plus, faut faire attention à ce qu'on dit, mais non, vous avez tous Wikipédia dans le téléphone et tout. Et bon, je pense que partir sans prétention, ça donne aussi beaucoup plus de possibilités de se tromper. Les gens sont beaucoup plus ouverts par rapport à ça. Et à la place d'auteur, on pourrait dire artiste, mais c'est un terme qui est super galvaudé. J'ai toujours honte quand on me dit « mais t'es un artiste ». En fait, j'ai de plus en plus l'impression d'en être un quand je fréquente les gens qui sont autour de moi. Mais c'est parce que je leur vole un peu leur image, mais j'ai pas l'impression, moi, d'être un auteur ou un artiste. Pour moi, c'est des mathématiques. Je trouve que tout est logique, je pose des mots, je me dis c'est ça qui doit venir derrière, si ça va pas, le calcul est pas bon. J'ai pas l'impression de créer quelque chose, j'ai l'impression juste d'aligner des chiffres en fait. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors moi je me présente, Zoxy, auteur, compositeur, interprète. Voilà, sage poète de la rue. En fait voilà, moi j'écris depuis que j'ai 11 ans à peu près.
Donc au début, c'était entre nous, on rappait, etc. Et quand on a commencé à se professionnaliser, on a fait partie d'un organisme qui s'appelle la SACEM. Voilà, c'est un peu l'organisme qui récolte les droits des auteurs. Voilà, donc il y avait une case, il fallait cocher auteur, compositeur, interprète, c'est ce que j'ai fait. Donc moi je me considère comme un auteur à part entière. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Kadaz, je viens de Strasbourg et j'ai découvert le rap en fin des années 90. Je suis arrivé dedans en passant par le tag. J'étais passionné de mettre mon nom un peu partout, sur tous les murs, sur les bus, pas les bâtiments publics. La cathédrale, on l'a toujours épargnée parce qu'elle est magnifique. Et puis après, le passage du tag, c'est le graffiti, mais là, je n'étais pas assez doué en dessin. Et puis, c'était l'époque des premières cassettes de Ragno Nova qui arrivaient à Strasbourg en mode pirate. Il y en avait une qu'on dupliquait à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. C'était les premiers MC, New Generation MC, Little MC, EJM, Lionel D, Dynasty qui faisait les premiers concerts dans une salle qui s'appelait le Fossé des 13. Et c'était la musique la plus accessible, on va dire, pour nous. On n'avait pas d'école de musique pour ça. Il suffisait de rentrer, trouver un DJ qui avait des phases B, qui faisait tourner des sons, et on écrivait dessus. Et moi, je me considère comme un auteur. Et ce qui m'a poussé au rap, c'est justement toute cette recherche de la rime qu'on a découvert chez les autres, qu'ils soient français ou américains. Et je pense aussi qu'on est les dignes successeurs de la bonne variété française. Les Balavoine, les Véronique Sanson, les gens en perfecto noir. Là, je pense que si c'était né dans les années 70, ben, ça serait DMC comme nous. Donc voilà, moi je pense que oui, je suis un auteur. Mais j'ai oublié de me professionnaliser. Je ne me suis pas inscrit à la SACEM. Je vais le faire cette année, promis. Ok, merci pour tout ça. Et on va demander donc aussi à M. Guénolé finalement pourquoi vous avez écouté du rap, enfin pourquoi vous avez découvert le rap, et aussi pour vous, est-ce que vous êtes à côté d'auteurs, à côté d'artistes? Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un point de vue extérieur de tout ça? Alors donc je ne suis pas un artiste, déjà. Je dois vous avouer que je ressens une véritable émotion en étant ici spécifiquement, parce que c'est la première fois que je suis sur cette estrade depuis le 22 avril 2002. J'étais monté sur cette estrade pour appeler à manifester au lendemain des événements que vous savez, qui étaient donc le 21 avril 2002. À l'époque, Sciences Po tout entier, de la direction jusqu'au dernier étudiant, s'était mobilisé pour faire barrage à l'extrême droite. C'était il y a 13 ans, comme le temps passe. Bref, fin de la parenthèse. Sur le fait de savoir si ce sont des artistes ou pas à part entière, je vais prendre comme point de départ le jugement des 50 ans et plus, donc la génération à peu près de vos parents, à savoir, le rap, c'est de la merde. Voilà, vous l'avez tous entendu, c'est de la merde, c'est pas de la vraie musique, il n'y a pas de vraies paroles, etc. Il faut savoir qu'il y a, dernier sondage en date, sondage YouGov, il y a 18,5% des Français qui aiment le rap. Donc c'est pas unanime, mais ça n'est pas négligeable non plus. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est 38%, donc le double, chez les 18-24 ans. Et alors la fameuse question, est-ce que ce sont des artistes à part entière? Ceux qui écoutent du rap pensent à 80% que oui. Et ceux qui n'écoutent pas du rap et qui donc devraient dire bah, je ne vais pas répondre à la question puisque je n'y connais rien, ils y répondent quand même et ils ne sont donc que 40%, moitié moins, à penser qu'effectivement ce sont des artistes à part entière. Donc ceux qui écoutent sont plutôt plus jeunes que la moyenne et ceux qui écoutent vont considérer que ce sont des artistes et que donc c'est un courant artistique et musical dans la société française qui est légitime. Et donc ce sur quoi je vais insister en réalité, c'est que la diabolisation du rap en France, qui est encore présente à l'heure actuelle, en fait, c'est un conflit intergénérationnel. Et c'est pas du tout un phénomène nouveau. Ceux qui crachent sur le rap des années 90-2010, en termes de tranche d'âge, dans le même temps, ils sont en train de s'extasier sur les classiques de leur propre jeunesse qu'ils sont en train d'écouter sur Nostalgie. C'est la génération de... Oui, maintenant, ça commence à arriver. C'est là que je veux en venir. C'est que c'est la génération de mai 68 et du rock'n'roll. Et qu'en disaient leurs propres parents,
de la naissance du rock'n'roll, que c'était de la musique sans parole, que c'était de la musique de merde, et que c'était de la musique de sauvage. Et en fait, le combat pour la dédiabolisation du rap français, il est en train d'être gagné mécaniquement parce que c'est une évolution générationnelle. On commence à reconnaître, y compris dans des grandes écoles, que le rap est légitime. Sinon, cet événement-là ne pourrait pas exister. Sinon, il n'y aurait pas un diplôme de hip-hop qui vient d'être officialisé récemment. C'est une bascule générationnelle. Donc, comme quand moi j'écoutais ça assez rarement, en venant plutôt des classes moyennes des centres-villes, et c'était il y a 15 ans, le fait que ça devienne quelque chose de beaucoup plus mainstream dans votre tranche d'âge, ça veut juste dire que nous vieillissons. Enfin, surtout moi, vous, ça démarre à peine. Mais voilà, donc ça pour dire, fondamentalement, ce qui se passe, c'est un conflit intergénérationnel, et on aura peut-être l'occasion de revenir sur le fait que, de manière assez amusante, il y a un conflit intergénérationnel qui apparaît de plus en plus à l'intérieur du rap. Et vous avez une partie des fans de rap et des artistes de rap qui commencent à vous dire que le rap c'était mieux avant et que ce qui est en train de devenir le rap maintenant c'est de la merde. Comme quoi, c'est vraiment un mécanisme parfaitement normal dans l'évolution de l'art. Ça marche ? Oui. C'est quoi le rap pour vous ? Enfin, à quoi ça sert ? Et à quoi ça vous sert à vous ? Le rap, à quoi ça vous sert à vous ? Est-ce que c'est un outil politique ? Est-ce que c'est une catharsis ? Est-ce que c'est purement esthétique ? Oh là là. J'aurais dû lire les annales du bac de philo, tu sais, pour mieux répondre. En fait, moi, je suis complètement addict au flow. Donc le flow, c'est le fait d'utiliser les mots comme des percussions, en fait, le côté percussif des phrases qu'on écrit. C'est ça qui me transcende, en fait. Et quand j'écoute des rappeurs qui rappent bien et qui racontent en plus des choses sensées, ça me transporte aussi loin qu'ont pu me transporter. J'étais pas né à l'époque évidemment, mais Jacques Brel, Barbara, Brassens, qui avaient leur flow aussi à l'époque. C'était évidemment un autre type d'instrumentation, etc. C'était pas la même musique, mais c'était des MC à leur façon. Et en fait, voilà, moi j'ai besoin d'avoir le fond et la forme qui sont en parfaite symbiose. Et là, je peux dire que c'est du bon rap. Après, il y a plein de rappeurs américains dont je m'amuse pas à traduire les textes, mais qui me font du bien quand je les écoute rapper parce qu'ils rappent très bien. Et des fois, je creuse, je vais sur Rap Genius, comme certains d'entre vous, tout ça, pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils racontent. Et quand en plus, je me rends compte que c'est malin et bien pensé, enfin voilà, je me dis, ouais, génial. Mais en tout cas, le flow, dans un premier temps, et après, le côté art vivant, que justement j'avais pas à l'époque où je faisais des études de ciné. Quand je faisais mes petits films, tout ça, ils étaient finis, je les présentais sur un écran, je me cachais, tout ça, j'attendais les réactions du public, et il y avait 3 personnes, quoi, ma mère, bon, il y avait pas, et c'était pas fou, quoi. Et donc, contrairement, enfin, voilà, d'un autre côté, je me suis retrouvé sur des scènes, j'ai commencé par l'acapella, le slam, et je me suis retrouvé face à un public où d'un coup j'étais tout nu, j'interprétais des textes, et j'avais des réactions directes par rapport à ce que je disais, et je pouvais même arrêter mon texte et faire une vanne par rapport à ce monsieur qui se gratte le nez, par exemple, et ça marchait. Et du coup, il y avait un truc où on était en pure connexion et vraiment dans le côté vivant. Et moi, c'est ça que j'aime dans le rap, enfin, parce que c'est le courant musical que j'ai choisi de faire. Et donc, c'est le côté vivant, spectacle, etc. Mais c'est bon pour toute forme musicale, hein, de toute façon. Moi, je te regarde beaucoup, hein, mais je devrais peut-être regarder les gens et tout. Et voilà. Et bref, le flow, le partage avec le public, et puis l'instru, quoi. L'instru. Enfin, ce qui est bon dans le hip-hop, c'est que comme l'expliquait Nasty tout à l'heure, c'est né d'un mélange de plusieurs instrus, que ça vienne de Jamaïque, de la soul, du funk, enfin de la funk, etc. Bon, et en fait, on peut faire un peu tout avec le rap, et enfin avec la musique hip-hop, et c'est bien, parce qu'on peut rapper sur plein de types de rythmes différents, alors que si par exemple on fait de la drum and bass, bah, on aura toujours un type de BPM donné, alors que quand on fait du rap, on peut rapper sur de la drum and bass, on peut rapper sur des instrus type trap, dubstep il y a quelques années, il y avait des trucs qui étaient très disco au départ, et donc on peut tester plein de choses rythmiquement différentes, et ça c'est bon quand on aime faire du rythme avec les mots. Voilà.
Ouais, moi dans le rap, ce qui me plaît le plus, moi c'est les textes. Enfin, c'est en fait ce qui me plaît dans le rap, c'est quand je me reconnais dedans. C'est les morceaux qui me parlent en fait. Et parfois il suffit juste d'une phase dans un morceau pour m'attraper entièrement. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que le rap m'apporte? Moi, quand je rappe, en fait, ça me soulage, ça m'apaise. Parce que j'écris essentiellement quand je vais mal, quand je suis frustré, énervé, en colère. Et le fait d'écrire un morceau, ça me fait tellement penser, réfléchir que... même si je dis de la merde dans le morceau, mais que du coup, finalement, ça m'épuise presque. Enfin, ouais, ça m'épuise mon cerveau. Après, il est vide, quoi. Une fois que j'ai fini d'écrire un morceau ou un couplet, ça dépend. Et ben, c'est un peu comme tu vois, c'est enfin fini. Puis c'est comme si j'avais un espèce de recul sur moi-même et sur ce qui va pas direct, que j'arrive à retranscrire. Et puis une fois que c'est fini, au moins sur le moment, ça va un peu mieux et du coup, le rap, ça me soulage. Merci. Alors moi, ma vision du rap, c'est pas tout à fait ça. J'ai pas l'impression que ce soit cathartique. Au contraire, c'est ce que j'avais déjà dit une fois, c'est que ça me fait penser à une phrase de Frédéric Dard, c'est au lieu de chasser la merde, nous on lui trouve un titre. C'est-à-dire qu'au lieu d'oublier certaines mauvaises sensations, on est tout le temps en train de ressasser, en réminiscence, on le travaille, on joue avec des trucs parfois qui sont parfois injustes, qui seraient bien d'oublier, mais nous on en fait un texte, et après c'est un titre qui reste à jamais gravé pour nous. Moi je trouve pas que ce soit quelque chose, on parle toujours d'écriture cathartique, moi je suis pas d'accord. Après on va dire, mais pourquoi tu fais ça, t'es maso un petit peu? Ouais, je pense que je suis un petit peu maso. Et je pense aussi que quand j'ai commencé à faire ça, en fait, c'était une bulle de protection d'avoir toujours la musique avec moi. Je pouvais être n'importe où, je risquais rien parce que j'étais dans ma musique. Mais c'était dur au début, mais maintenant je le recherche, en fait, ce moment de solitude. Et puis, c'est une de mes facettes, quoi. Maintenant, je le trimballe tout le temps avec moi, quoi. Ça a été mon éducation. Parfois, j'ai l'impression que le rap m'a vu grandir plus que mes parents, quoi. C'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, quoi. Mais on a tous des gens dans notre famille qui sont pas toujours sympas aussi, hein. On les aime bien quand même. Voilà. Pour moi, le rap, c'est un art contemporain même, je dirais. J'ai commencé dans les années 90 avec outre-Atlantique des artistes comme Nas, A Tribe Called Quest, Q-Tip, KRS-One. Donc c'était des artistes qui dans leurs textes mettaient des métaphores, des images, de la technique aussi, c'est important, le flow, tout ce qui est allitération, assonance, contrepétrie, etc. Donc nous on est de cette école forcément, avec les sages poètes de la rue. Maintenant aussi, il y a aussi des raps légers où c'est juste le flow, le style qui est privilégié. Et voilà, aujourd'hui il y a de la trappe, il y a des trucs aussi intéressants. Je fais pas, malgré que j'ai grandi avec les belles mélodies, les textes, etc. Je suis pas aussi contre cette nouvelle génération, ces nouveaux flows, parce que c'est ça aussi le rap. C'est une musique qui se réinvente constamment. Et c'est ça sa force. C'est que le rap des années fin 80, 90, 2000, etc. c'est différent. Et même dans 5 ans, il y aura encore un autre rap, etc. L'important, c'est de réussir à se réinventer. Et ça, c'est vraiment un courant qui, dans son style, est unique, quoi. Je partage beaucoup cet avis, parce que je suis de la même génération. Mais ce que je pourrais rajouter, c'est que moi, je dois beaucoup au rap dans le sens où j'étais un gamin influençable. Et au même titre que le sport, ça m'a bloqué des heures chez moi derrière une feuille blanche à écrire. C'est un superbe exutoire. Je pense que j'aurais vu un psy si j'avais pas fait de rap. Et puis le fait de pouvoir raconter ce qu'on voit, raconter des histoires, mettre des messages entre les lignes sur des choses qui nous ont touchés à des moments bien précis de notre vie. Et se dire, quand on réécoute ce morceau, c'était telle étape de ma vie, à tel moment que j'ai écrit ça. Et là où je trouve c'est
que la chose est forte, c'est quand cette chose traverse les époques. Et c'est pour moi le bienfait de l'écriture. Et ce que je rajouterais aussi dans le rap, c'est le côté performance, le côté MC, comme il l'a si bien expliqué avant, c'est tout ce qui va avec, l'improvisation, et le fait de se retrouver dans un endroit et de pouvoir poser un texte, quel que soit le DJ, quel que soit l'instrument de musique qui nous est proposé. Et c'est le fait de pouvoir parler. J'ai pris ma claque sur une émission de YoMTV, c'est les trucs de l'époque, où un jour un MC, un très grand rappeur qui s'appelle Gourou, qui est décédé, est venu en interview là-bas, et puis je me suis dit merde, il parle comme il rappe. Et c'est ce concept-là que j'ai validé dans ma tête et dans mon cœur, c'est le fait de pouvoir rapper comme je parle, ou de parler comme je rappe. Vous racontez des histoires, vous parlez. Ce que j'aime à la fin d'un de mes morceaux, c'est que une discussion peut commencer. Et pour rebondir sur les propos de... J'ai oublié son nom, excusez-moi, de vous, monsieur. De Grégory. Quand il parlait de rap, musique de merde, ben c'est ce qui est en train de se passer dans mon foyer quand les enfants me ramènent de la musique à la maison. Je leur dis, mais t'écoutes du rap de merde. Parce que j'ai grandi avec le message qui était présent dans... Je peux pas envie de dire dans chaque titre, parce que bien sûr, il y a des titres qui sont plus légers que d'autres, mais sur une rime, on peut ramener on peut rendre le titre sérieux, même si à la fin du morceau, on sourit. Et ce qui est intéressant, c'est... En tout cas, c'est quand j'écoute les autres artistes, pour moi, ça, je pourrais être de la rue à côté de moi, le bon baiser du poste, c'est mon classique à moi, quoi. Parce que quand je l'écoute, je me rappelle... En fait, c'est les textes que tu avais envie d'écrire. C'est presque de la jalousie, mais c'est ce côté performance que je kiffe, que j'aime dans l'écriture. Et si une musique te parle, qu'elle soit du rap, du rock, de la variété, c'est que l'auteur qui est derrière sa plume, il a bien fait le taf. One, two. Bon, la réponse est forcément pas la même sur à quoi me sert le rap. Forcément. Ça me sert d'abord, ça m'a servi pour le livre sur les jeunes de banlieue, donc les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, ça m'a servi de témoignage sur de matériel en fait, de témoignage sur la vie des jeunes de banlieue étalé sur plusieurs décennies à travers des artistes venant des territoires concernés. Donc c'était une vraie mine d'or parce que j'avais terminé l'essentiel du manuscrit et j'ai commencé à me documenter de manière massive sur les textes de rap et je tombais sur N confirmations de ce que j'avais trouvé avec des matériaux tout à fait différents, plus classiques, les entretiens, le terrain, les statistiques, etc. Et là je tombais sur donc des textes artistiques qui décrivaient ce que j'avais vu par tout un tas d'autres matériaux possibles. Donc ça m'avait servi en fait de matériel de recherche. Après, alors oui, je précise, on pense tout de suite au rap conscient, c'est-à-dire celui qui a plus tendance à avoir des textes sur les questions de société, les sujets sociaux, les sujets politiques, les sujets engagés. Sauf que, pardon, mais ce qu'on appelle, pour faire simple aussi, c'est un peu caricatural, mais admettons, l'ego trip, pardon, mais ça a une importance aussi, ça en rend aussi compte de quelque chose. Quand vous avez quelqu'un comme Booba qui démarre avec des textes plutôt à contenu engagé et qui ensuite part vers un truc vraiment extrêmement nihiliste et extrêmement individualiste, pardon, mais ça traduit aussi quelque chose qui se passe. Et ça aussi, ça rend compte d'une évolution qui existe dans les mentalités. Ça me sert aussi à examiner les clichés sur le rap par des gens qui manifestement n'en écoutent pas. Je pense par exemple à Finkielkraut qui vous dit que c'est un sabir simpliste, hargneux, pathétiquement hostile à la beauté et à la nuance, ou à Éric Zemmour qui vous dit que c'est une sous-culture. Donc j'étudie ces trucs-là et j'essaie de comprendre comment on peut arriver à des clichés comme ça qui sont du niveau de, je sais pas moi, l'homme noir n'est jamais rentré dans l'histoire, c'est à peu près aussi stupide. Ce que j'examine et que je trouve intéressant aussi, c'est que de manière paradoxale, une branche minoritaire du rap conforte
un public plutôt des centres-villes en réalité, dans leurs clichés sur le rap et sur les jeunes de banlieue. C'est tous ces clips où vous avez un monstrueux jeune de banlieue qui est la France, qui vend de la drogue, qui sort son gun, qui consomme les filles comme des clopes, qui roule en grosse cylindrée, etc. Donc ça, c'est aussi des choses, des représentations finalement, où d'un côté, on est dans le confort de regarder des choses qui correspondent aux clichés qu'on a sur cette population, et de l'autre, en fait, on est dans l'auto-cliché, dans le cliché de soi. Et puis, il y a un dernier élément par rapport à ce que vous disiez, monsieur, à l'instant, c'est-à-dire sur l'évolution du rap et les nouvelles générations qui sont en train d'arriver. À force de m'intéresser aux textes de rap, j'ai fini par tomber dedans et par devenir fan, ce que je n'étais pas, pour être parfaitement honnête, avant de commencer à écrire ce livre. Je connaissais pas suffisamment le rap, je connaissais 2-3 morceaux qui étaient ultra connus et c'est tout. À force de tomber dedans, maintenant, je suis l'évolution de manière beaucoup plus attentive. Et à titre personnel, moi, l'évolution que j'ai l'impression de voir, c'est le fait que le rap, les textes de type rap conscient sont en train d'entrer dans la trappe. J'ai l'impression que de plus en plus, dans la trappe, il y a une tentative d'aller là-dedans, alors que c'est un format qui n'est pas du tout celui habituel du rap conscient. Quelqu'un comme Medine, par exemple, est en train d'essayer de faire ça, c'est un exemple parmi d'autres, et j'ai l'impression que c'est moins... Je crois que le conflit entre les différentes époques est un truc superficiel, et qu'en profondeur, comme d'habitude, ça va finir par se métisser. Mais c'est juste mon point de vue. Moi, d'un point de vue aussi très personnel, je suis pas forcément d'accord que je trouve la trappe c'est un peu un genre un coup de gueule, c'est comme placer un nique ta mère sur un mur quoi. Ça n'a pas forcément besoin d'être très conscient et enfin moi j'écoute énormément de rappeurs. J'en parlais tout à l'heure, je sais plus avec qui, mais un rappeur qui s'appelle Virus, V-I-T-R-E-M-A-R-U-S, et c'est du rap avec des textes forts, mais qui sont pas forcément conscients, qui peuvent être aussi très égo-trip. Et finalement, je crois que le mot, rap conscient n'a plus vraiment de sens finalement, puisque ça veut dire quoi, rap conscient? Même quand tu dis une connerie, t'es conscient de la dire, quoi. Donc finalement, si c'est faire poser un regard sur la société ou sur un environnement bien particulier, etc. De par l'ego trip, on le fait aussi. Donc je pense que le mot rap conscient, il devrait ne pas vraiment exister. Enfin, c'est tout. Mais je respecte énormément votre parole et pas de souci. En fait, on dit à peu près la même chose avec des mots différents. C'est-à-dire que les catégories sont en train de sauter et que tout ça est en train de se mélanger. Donc en fait, je suis entièrement d'accord. Okay. Je peux dire un truc ? Je peux dire un truc ? Je peux. Moi, je dirais qu'on est dans l'ère du zapping, et je fais partie de ces gens-là où on a grandi avec des télécommandes, avec la possibilité de faire plus, moins, plus. Et du coup, on zappe, on passe d'un sujet à l'autre. Et moi, je trouve que depuis pas mal d'années, on est vraiment rentré dans l'ère de la punchline, même s'il y avait déjà à l'époque des sages-pots et tout. À l'époque, c'était plus des phases, quoi. Enfin, moi j'ai commencé en disant la bête de phase et tout. Maintenant, c'est punchline. Donc l'idée, c'est de faire mouche à chaque phrase et que les gens se disent waouh. Et c'est vrai que je pense que comme on est dans cette culture-là et qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on est tout le temps sollicité, on parle avec quelqu'un juste après, on a un coup de fil, un texto, on gère en même temps le truc sur Tinder, etc. Du coup on est dans une galère de trop de choses en même temps, et je pense que les gens qui écrivent aujourd'hui sont dans ce truc de j'ai une idée, ah tiens j'ai une autre idée, et du coup on passe dans des textes où en fait c'est une idée par phrase, et il y en a qui essayent, et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, de synthétiser tout ça et de prendre les idées, de structurer. Moi, je fais partie des gens comme ça à l'ancienne, où j'ai plein d'idées et après, je fais mon petit montage pour que j'aille d'un point A à un point Z en essayant de voir plein de choses. Après, il y a des choses qui sont plus spontanées. Voilà, je dis pas que l'une est mieux que l'autre, etc. Mais c'est vrai que moi, je vois ça, et surtout dans la trappe aujourd'hui, qui est une évolution du rap, on est vraiment dans ce truc de la recherche de la punchline et de faire fort à chaque phrase, sans essayer de développer, faire par exemple une métaphore filée ou c'est un peu du tweet, ouais, une phrase, un tweet, etc. Et il y en a qui le font excellemment bien et que j'admire, etc. Et
Voilà, je sais pas si ça apporte quelque chose, mais... Qu'est-ce que je voulais dire Non, le rap, c'est bien, comme disait Kadas, aussi, c'était un exutoire, ça me permet de je suis pas quelqu'un qui m'exprime beaucoup, en fait, voilà, je suis vachement, voilà, mais le rap, ça me permet justement de faire comprendre pas mal de choses. Par exemple, depuis 10 ans, je côtoie plein de jeunes ou des anciens, etc., ils me disent, ouais, le rap, ça a changé, machin, etc., ça fait 10 ans que j'entends ça. Et on me dit, bon, Sage Po, ça revient quand, machin. Il n'y a pas un jour depuis exactement 13 ans, parce que notre dernier album, il date de 2002. Il n'y a pas un jour où je sors de chez moi et on me dit, alors, prochain album, machin, machin. Voilà, et j'entends des critiques, machin. Alors, là, on est en train de finir l'album avec Mélo Philo, Danny Dan. Et voilà, on va dire, j'ai synthétisé tout ce que j'ai pu entendre depuis. Et grâce au rap, je peux faire... On m'a dit Zox fait revenir au top, les anciens nous manquent, le rap pas trop changé, ils parlent tout de sang, j'ai plus aucun texte censé, se croit dans un conflit à dames, messieurs, mesdames, mais il n'y a pas d'Aranidra, me parle pas de punchline, s'il n'y a pas d'Anidan, hein, où ça fait ra, on revient sonner le gla, rappeur t'as l'air tendu, prends-tu du Viagra ce matin, vois-tu, je me sens bien, et vu que je me sens bien en satin, t'es dans de beaux draps, je vais parler comme un vieux con, condescendant et monton, remettre en place j'ai le don, et évidemment les questions que de son, depuis l'époque du vieux pont, on clash lui MC Quepon. Tu sais c'est quoi MC Quepon? C'est qu'un bouffon qui pépon. Dis-moi petit, où est-on? L'originalité admettons. Tu kiffes cet MC qui est bon? Pourquoi lui lèches-tu les tétons? Comme un breton je suis têtu. J'ai jamais fait comme les autres. Nous les moutons vois-tu? On les mange au foyer sur un contrat avec une étude. Bref, je vais vous apprendre le BABA du ABBA. Une nouvelle technique RAP qu'on a développée. Avec Papa Mélopé et PEP, on a les meilleures techniques. Tu peux demander à BA. Rap musique et j'aime ton parfum quand il est frais. Et qui ne ressemble à personne parce que tu l'as créé. Nous étions là bien avant, donc nous serons là après. Que tout le monde retourne dans sa classe, c'est la fin de la récré. Yeah. Pour ma part, j'ose pas ramasser le micro. Juste pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, le rap actuel, si on parle de la trappe, c'est un manque d'originalité. La punchline, personnellement, je sais pas ce que c'est. Moi, je parle de rime. Le flow, je parle de rap. Ce qui était intéressant dans nos époques, c'est que le rap nous a fait voyager. Et là où on allait, on avait l'impression que les gars vivaient la même chose que nous, avec un autre décor. Mais quand ils rappaient, ils avaient un style propre à eux. Aujourd'hui, toute la musique que me ramènent mes enfants, ils disent souvent les mêmes conneries et de la même façon. Et c'est pas notre culture non plus. Je pense qu'on a une culture française qu'on doit développer avec un bagage musical qui est super riche et dans lequel on doit piocher, parce qu'au final, les Américains, ce qu'ils ont fait pour évoluer leur rap, c'est piocher dans leur culture à eux, dans leur bagage musical à eux, pour ramener ce qu'ils font actuellement. Et je trouve qu'en France, et il y en a encore beaucoup, sauf qu'il faut les chercher, parce que malheureusement, ce ne sont pas les plus diffusés, mais il y a des mecs et des meufs qui sont encore originales, qui savent rapper, qui font ça parce que qui cherchent la beauté de leur art, en fait, tout simplement. Merci Kadaz. Et je crois aussi que quand on parle de quantification, il faut être très prudent, parce que quand on parle aux gens, qu'on leur demande qu'ils aiment le rap, ils vont prendre ce qui passe à la radio, et le rap, c'est pas ce qui passe à la radio. Le rap, c'est digging in the crates, c'est aller le chercher. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de choses, ça sent le rap, ça a le goût du rap, mais c'est pas du rap. Et il faut vous méfier quand les gens ils disent « Ah, moi j'aime pas le rap, c'est de la merde ». Je pense qu'il faut se battre pour leur dire « Voilà, je crois que tu connais pas ça, quoi ». Parce que quand on travaille avec des virtuoses, peu importe le domaine artistique, on est obligé de reconnaître la virtuosité. Et je crois que dans le rap, il y en a beaucoup. Et ça me fait penser à une punchline, ou comment je pourrais dire, un espèce de running gag d'un mec qui s'appelle Alain Prochian, qui disait que quand on prend le génome de la mouche, qui fait 20% de l'humain, ça ne veut pas dire qu'il faut 5 mouches pour faire un homme. Voilà.
Bon, en effet, merci parce que vous avez répondu à, je pense, la moitié des questions juste dans la discussion qui était là. Mais on va revenir un tout petit peu sur finalement le thème de la conférence qui est l'auteur et son œuvre. Et ça a été évoqué à un moment, l'idée du rap qui est toujours accroché à la banlieue finalement. Et une des questions qu'on se posait pendant la conférence, c'était est-ce que c'est pas finalement délétère pour vous aussi, le fait qu'on soit toujours, le rap se soit accroché à la banlieue, le rap soit accroché à une idée de contestation? Est-ce que ça tue pas l'aspect créatif, le fait que vous soyez avant tout des créateurs et que le rap existe peut-être ailleurs? D'ailleurs, on n'est même pas sûr que vous veniez tous de banlieue. On se posait la question pour Hippocampe Fou. C'est déjà pour commencer. Je pense que quand on vient de banlieue, on s'appelle pas Hippocampe Fou et tout ça, sinon on se fait taper. Non, c'est pas vrai. Non, bah écoute, moi, la vérité, c'est que j'ai grandi dans le 15e arrondissement, big up, 15e, tu connais. Quartier bien tranquille, voilà, il y avait 2-3 petites zones chaudes si tu veux, mais c'était quand même bien tranquille. Jamais été confronté à des guerres de gangs ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi mais au final, tu vois, le rap gangsta, on va dire, c'est apparu, enfin selon moi, hein, quand j'étais déjà adulte. En tout cas, j'avais la majorité, je pouvais conduire même si j'ai toujours pas mon permis. Et du coup, c'est à cette époque-là où moi j'ai pris ça, c'est vrai, un petit peu au premier degré, comme beaucoup de personnes, en me disant mais c'est nul, enfin c'est nul, mais je veux dire, je voyais pas le délire artistique qu'il y avait derrière ça. C'est vrai que moi, les premières fois que j'ai entendu Booba ou Rof ou La Fouine, etc., je prenais le discours au pied de la lettre et je me disais ah mais c'est pas ça me parle pas trop quoi. Et si tu veux, j'ai mis pas mal de temps à comprendre que ces personnes-là étaient simplement des acteurs, parce que moi je considère que ce sont des acteurs qui en fait parlent de choses qu'ils ont pu vivre, mais qui le prennent avec un point de vue et un angle d'attaque qui est complètement cinématographique et qui est de l'ordre du fantasme et de ce qu'on peut voir aux États-Unis et dans des films comme NWA, etc. Enfin, ou je sais plus comment ça s'appelait, Boys in the Hood, etc. Et c'est des choses qui ont mis du temps à venir en France. Et à l'époque des Sages-Peaux, on était dans quelque chose de plus un constat. Enfin, je parle un peu pour les Sages-Peaux, hein, mais on était dans un constat et dans un côté frais et contestataire, mais positif. Et on n'était pas dans un truc de on va tous se flinguer les uns les autres. Après, il y a un délire aussi assez jouissif que je peux comprendre, surtout chez les jeunes qui écoutent de la trappe actuellement, où ça parle de gros guns, etc. Comme des gens ont pu kiffer à mon époque sur Ma Cité va craquer, alors que tout le monde avait dit à Jean-François Richet tu fantasmes un petit peu, c'est pas comme ça les banlieues, etc. Mais ça fait rêver le jeune, ça fait acheter, ça fait vendre, donc tout le monde rentre un peu dans cette espèce de moule. Et c'est vrai, pour reprendre ce que disait Kadaz, on est dans un truc où maintenant le style c'est ça, mets-toi dans le style, montre que t'as plus de punchline que les autres et tu sortiras du lot. Alors que c'est vrai que moi je trouve ça plus intéressant quand on essaye de faire un rap, un rock, de la soul différente de ce qui se fait et d'avoir sa propre étiquette. Et je pense qu'ici on a tous un peu notre propre style et je suis très heureux d'être là et ça fait très plaisir. Non, voilà. Non, et du coup, je pense qu'on défend tous ça et avoir sa plume et son point de vue le plus original possible. Et la seule manière d'être original, c'est d'être fidèle à soi-même. Et donc, pour reprendre ta question, donc oui, moi, je suis pas un mec de banlieue, etc. Donc, c'est vrai que je me suis dit, parler de ça, si je trouve pas un point de vue de moi en tant que mec qui a grandi dans le 15e, qui maintenant habite dans le 18, tout ça, je vais être faux et j'ai pas envie d'être faux. Et en même temps, je peux te parler d'un inquisiteur et d'une sorcière au Moyen-Âge, mais je suis dans quelque chose de très lointain, etc. Et j'ai pas l'impression d'être un imposteur quand je le fais. Je me sens plus conteur, comme je le disais, etc. Mais c'est vrai qu'après, pour ce qui est du côté très réaliste et très descriptif de ce qui peut se passer, je laisse des gens comme d'autres, plein de rappeurs le font super bien. Et voilà, je vais passer le micro parce que je parle trop et tout. Ouais, moi je viens du 18e arrondissement. Si. Et c'était quoi la question de base par rapport à ça? Non, parce que comme il a beaucoup parlé, pourquoi j'ai oublié la... Ah oui, c'est ça, c'est... Ouais, non, je pense pas que le rap il est toujours accroché à la banlieue. Comment?
Dans l'image qu'on en a, ouais, carrément, et même par exemple dans les passages télé de rappeurs, sans doute qu'il y a aussi de la discrimination positive à ça, mais moi pour faire plein de concerts, donc je vais beaucoup en province et tout, et là-bas, je rencontre, il y a plein de premières parties, et tu vois bien que les mecs ils viennent pas forcément des cités de là-bas, de province et tout, donc aujourd'hui, le rap, il est ouvert à tous les milieux sociaux, c'est plus du tout que la banlieue, quoi. Mais après, c'est vrai que la plupart viennent de banlieue, mais moi ça me plaît, parce que pareil, comme je disais tout à l'heure, moi, le rap qui me plaît le plus, c'est celui où je me retrouve, et il y a plein de phases qui peuvent paraître pour même mes parents qui s'en foutent de ça complètement bidon, mais moi je m'y retrouve dedans et ça me parle, quoi. Ouais, c'était quoi la question de nouveau? C'est la banlieue. Franchement, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, c'est de la musique, hein, c'est pas parce que tu viens de là ou de là. Après, il y en a qui vont chercher une légitimité, ils vont écouter, moi je veux un mec qui est crédible, qui vient du quartier, les autres ils vont chercher de la poésie. Franchement, je crois qu'on s'en bat les couilles au fond, quoi. On s'en bat les douilles. Et moi j'ai grandi, je suis arrivé en France, j'avais 16 ans, j'ai fait grande banlieue de Strasbourg, après j'ai fait Cité-Ampère, que Cadas connaît bien. Franchement, je le dis toujours avec un petit peu d'orgueil, mais sincèrement, on s'en bat les couilles, quoi. Et je crois que j'ai croisé tellement de gens dans les concerts, ça se voyait que c'était du fake, quoi. Et c'est les mecs qui jouent le plus les nerveux en général, c'est super fatigant, on n'a aucun discours à avoir avec ces gens-là, quoi. Et je pense que je peux échanger 10 000 fois plus avec Hippo qu'avec un mec qui s'invente un scénario de gangster, quoi. Voilà, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Moi, je pense que le rap, il s'est démocratisé. Et par exemple, nous, au début, comme disait Clara, on a monté avec mon frère le Beat de Boule pour Rythme de Boulogne-Billancourt. Et en fait, on était une bande de potes, on était qu'entre nous. Et c'est vrai que le mot d'ordre, c'était on se mélange pas. C'était ça au début. Et bon, quelques années plus tard, on a mûri, etc. La musique, elle a mûri, etc. Et paradoxalement, on fait partie des premiers, des premiers anciens à avoir quand même mis en avant d'autres artistes qui venaient pas spécialement de notre quartier ou de la banlieue. Je fais référence à 1995, pour ceux qui ne savent pas, c'est nous qui les avons découverts. Parce qu'en 2009, je faisais un atelier au 104, voilà, où justement, l'idée c'était que les MC puissent venir du 19, de la banlieue, du 15e, du 16e, peu importe, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de... Voilà, il n'y a rien du tout. Le mot d'ordre, c'était vraiment prendre le micro et déchirer. Donc ça donne des choses assez originales. Et voilà, comme je dis, le rap s'est démocratisé. Aujourd'hui, il y en a partout, quoi. Il y en a en banlieue, il y en a dans Paris, il y en a en province, il y en a toujours eu en province, et bien même. Et voilà. Moi, je suis l'exemple du gars qui a grandi en quartier jusqu'à 11 ans. Après, papa et maman, ils ont décidé que l'environnement n'était pas stable pour mon petit cerveau. Et on a filé dans un petit village alsacien. Si je vous dis le bled, vous le répéterez pas, c'est pas possible. Oberscheffolsheim. Jusqu'à présent, je remercie encore papa et maman de m'avoir enlevé du quartier parce que, comme je l'ai déjà dit auparavant, j'étais quelqu'un de super influençable. Et la chance que moi j'avais, en fait, c'était de traîner au quartier quand j'en avais envie. Donc j'allais choisir les murs que j'allais tenir, dans quel quartier, avec telle tête. J'allais à Cronenbourg parce qu'il y avait le mec qui faisait les coupes qui était à Cronenbourg. J'allais à Haute-Pierre parce que le café musique, c'était la salle de Haute-Pierre et c'est là-bas que ça se passait. Je traînais beaucoup au centre-ville, dans les parcs, et j'allais jouer au foot au Neuf. Et Strasbourg, il n'y a pas de banlieue. Il y a des quartiers, certes, qui sont périphériques, mais il n'y a pas de banlieue parce que même tu as loupé le dernier bus, tu rentres à pied, c'est pas dramatique. Et puis, j'ai toujours bougé de quartier en quartier sans aucun problème. Et les seules petites embrouilles qu'on s'est faites avec le groupe NAP, donc qui est l'ancien groupe de
de Abdel Malik, c'est parce que voilà, fallait qu'on se trouve des ennemis et puis des trucs à se friter, que ce soit musicalement ou dans des petites bagarres. Mais comme je disais, c'était pas méchant, mais le soir, moi je rentrais dormir dans mon village. Et quand on voulait faire une partie de foot dans mon village, on allait au stade et on appuyait, on avait la lumière. Donc non, moi j'ai traîné au quartier parce que vraiment j'ai voulu y traîner, parce que à un moment donné tu te cherches et puis tu dis t'es bien là-bas, parce qu'il se passe plein de choses positives, pas forcément tout ce qu'on raconte pas, tout ce qui fait que j'ai aimé traîner là-bas. Et quand j'en avais marre, je me tapais mes 10 jours au village. Quand je revenais au quartier, on me disait t'es en prison quoi. Non, moi je pense que le rap il n'a pas de point d'ancrage. Alors oui, il vient du Bronx, oui c'était la misère, mais on est en France. Moi, tant que ça me parle, j'écoute, je m'en fous d'où ça vient. Par rapport à la question, est-ce que finalement le rap en France est systématiquement raccroché aux banlieues et plus spécifiquement aux jeunes de banlieue? Moi je dirais que non, parce qu'il n'est pas raccroché aux vrais jeunes de banlieue, il est raccroché au monstrueux croque-mitaine contemporain qu'on appelle le terrifiant jeune de banlieue. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle du jeune de banlieue vu de l'extérieur et vu généralement de très loin, en fait c'est une peur de synthèse des classes moyennes âgées en France. Ils ont peur de quoi en France, les classes moyennes âgées? Ils ont peur des jeunes, ils ont peur des pauvres, ils ont peur des arabes et ils ont peur des musulmans. Et qu'est-ce que c'est qu'un jeune pauvre arabe musulman? Dans leur imaginaire, c'est un jeune de banlieue. Alors, peu importe que vous ayez un jeune de banlieue sur 2 qui soit une fille, parce que dans leur imaginaire, c'est systématiquement un mec. Grand gaillard, musclé, agressif, violeur de filles, fraudeur aux allocs, terroriste, enfin, il a des journées de dingue. Non mais vous vous rendez compte de tout ce qu'un jeune de banlieue fait dans sa cave, quand même. Il viole des filles, il écoute les prêches du djihad des banlieues, il planque des armes, il cultive du cannabis, etc., etc. Peu importe que moins de 1 jeune de banlieue sur 2 soit musulman, en réalité, peu importe que moins de 3% des jeunes de banlieue soient des délinquants, des criminels, ou même des bandes qui traînent dehors sans être ni délinquants ni criminels, tout ça c'est moins de 3%. Et puis peu importe, sur les fantasmes sur l'islam des banlieues, peu importe qu'il y ait 85% des jeunes femmes musulmanes dans ce pays qui n'aient jamais, jamais, jamais porté le voile. 85%. Donc par ailleurs, j'en profite puisqu'on a l'occasion, sur l'escroquerie du pseudo-gangster anti-système qui peut exister chez telle ou telle figure du rap le plus commercial disponible. C'est effectivement une escroquerie, parce que bon, votre pseudo-gangster anti-système, concrètement, c'est quoi? C'est un quadragénaire père de famille, ou quasi-quadragénaire, qui paye ses impôts, qui a une armée, effectivement, c'est une armée de comptables et d'optimisateurs fiscaux, en réalité. Et donc le type qui est dans un trip que des numéros 10 dans ma team, a montré son gros flingue, sa grosse voiture, etc. Bon, concrètement, c'est Joséphine Baker, c'est-à-dire que c'est le mec qui est grimé pour correspondre au cliché d'un public qui n'est pas nécessairement celui des banlieues d'ailleurs. Vous avez énoncé un tout petit peu les femmes en banlieue. Il n'y a pas beaucoup de femmes ce soir dans les rappeurs. Non, mais pas dans la salle. Pourquoi vous pensez qu'il y a très peu de rappeuses, en fait? Est-ce que c'est un milieu qui exclut les femmes? Est-ce que c'est en rapport... Pourquoi il n'y en a pas? Il y a beaucoup de filles dans le public, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a une rappeuse dans le public qui pourrait répondre? Une rappeuse? Lève la main. Une fille qui, même si elle a écrit que 2 couplets, quoi, c'est déjà un peu une rappeuse. Non? Une rappeuse? On peut essayer, mais non. Un trans, rappeur, tout ça, éventuellement. Non. Bon. Hein? Non, je sais pas. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est, en tout cas, je sais pas comment le dire. Non, mais il y a le cliché de la rappeuse
très masculine. Voilà, je le dis, enfin, ce que je vois, souvent il y a un côté, j'ai envie de dire aux rappeuses que j'entends, enfin, et je ne parle pas au nom de toutes les rappeuses que j'ai pu rencontrer, bien loin de là, mais des fois il y a un côté genre... Ben, non mais généralement je dis pourquoi tu veux parler comme un bonhomme alors que quelqu'un comme Lauryn Hill, qui est pour moi une des meilleures rappeuses au monde, elle avait un côté groovy, sensuel, féminin, enfin voilà, je veux pas rentrer dans des cases, tout ça, mais on a des contre-exemples comme ça aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France, bah, j'ai pas encore beaucoup rencontré des rappeuses avec ce peps-là et cette sensualité, avec le flow et l'agressivité qu'il faut. Mais il y a un côté un peu... Donc s'il y a un contre-exemple ici, une fille, tout ça... Non, bon. S'il y en avait quand même en France, il y en a toujours. À l'époque, il y avait une fille qui s'appelait Bilove. Il y avait Salia qui était là aussi. Pour moi, une femme, elle a sa place partout. Hein. Elles font du foot maintenant. Non, mais plus sérieusement, elles font du foot, elles le font bien, et pourquoi elles ne le feraient pas dans le rap? Et actuellement, il y en a encore, il y a Diams qui a fait pas mal de choses avant qu'on la voie là où elle était, où elle est. Il y a qui? Il y avait Steve Strauss qui était là aussi. Il y a une fille qui s'appelle Kazé qui est très forte. Il y a Starline qui est une petite qu'on peut trouver sur Facebook qui est pas mal. Il y a Ellie MC, donc elles sont présentes. Hein. Elles sont présentes. De toute façon, comme je le disais au tout début, c'est le côté performance aussi qui existe quand tu prends un micro. C'est pour être meilleur que le mec qui est en face de toi. Et je ne sais plus dans quel clash aux États-Unis, je ne sais plus qui c'est qui clashait justement les Fujis et qui disait aux hommes de Fujis de fermer leur bouche parce que le meilleur MC chez eux est une femme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Très honnêtement, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un milieu très dur aussi. C'est un milieu un peu macho. Faut dire les choses. Donc déjà, beaucoup de respect à celles qu'on puisse imposer dans ce milieu. Et puis, bon courage pour les futurs, quoi. Ouais, moi c'est pareil, c'est un peu honteux, mais j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Zox a complètement raison, c'est un milieu difficile, et puis comme disait Kadaz, c'est un milieu de performance dans lequel je me reconnais pas du tout. Je suis pas du tout quelqu'un qui va m'opposer à un mec pour voir si je rappe mieux que lui, etc. Et je pense justement qu'il y a vraiment un créneau à prendre qui serait quelque chose qui ne corresponde pas au clash, au battle, au duel, au code débile du rap vestimentaire, à prendre pour une femme pour qu'elle soit elle-même et que ça marche comme ça peut marcher aux États-Unis, mais comme ça n'a pas pu prendre en France pour le moment, quoi. Voilà. C'est tout. Oui, et puis même aux États-Unis, il y a quand même beaucoup moins de rappeuses que de rappeurs. Mais moi, je pense qu'elles ont aussi entièrement leur place. Après, je n'ai pas énormément de choses à dire. C'est vrai que moi, bon, si ce n'est que c'est de base plus un milieu masculin, dès le début, il n'y avait que des mecs. Il y a toujours eu plus ou moins quand même des filles. Et puis... après, il y a aussi le R&B qui est quand même très lié au rap, où il y a énormément de filles. Donc après, pourquoi moins de filles dans le rap, je sais pas. En fait, ça ne sert à rien. Mais non, mais c'était aussi pour dire que finalement, il n'y a pas que le rap pur et dur. Il y a aussi des musiques qui sont un peu cousin-cousine, où il y a beaucoup plus de femmes. Moi, je voudrais juste relativiser, c'est-à-dire que c'est une question qui vient très vite quand on parle du rap, la misogynie dans le rap, le manque de femmes dans le rap. Je voudrais replacer ça juste dans le contexte d'une société française qui est dans sa totalité épouvantablement misogyne, dans des proportions dont on parle une fois par an parce que c'est la journée des femmes, avec toujours un certain nombre de gros cons dans la journée qui vont vous dire un truc du genre « bon, et puis demain, ça va être toutes les autres journées de l'homme ». Il y a la même blague qui est faite tous les ans. Et en réalité, pour vous donner une idée, il y a 85% des smicards en France qui sont des smicardes. Et à part ça, il n'y a pas de problème de discrimination dans la société française. 85%, c'est des filles.
enfin des femmes. C'est 10% des préfets, les femmes. Par contre, c'est quelque chose comme 80% des personnes qui font le ménage dans ce pays. Donc je veux bien qu'on me parle du problème de sexisme dans le rap, mais dans ce cas-là, il faudrait quand même se souvenir que c'est la société française tout entière qui est misogyne. D'ailleurs, je vois des femmes qui sont dans la tranche d'âge d'étudiants, là, alors qu'on est en train de parler. De tout mon cœur, je vous souhaite bon courage dans votre ascension sociale, parce que en entreprise ou dans la fonction publique, ça va être extrêmement dur pour vous, simplement parce que vous êtes des filles. Donc c'est pas particulier au rap en réalité. Bon, vu que l'heure avance hélas très vite, on avait quelques questions pour les différents rappeurs, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en poser nous deux, puis après on va laisser la salle poser des questions directement, pendant une dizaine de minutes. Et moi en l'occurrence la question était pour Zoxy, et finalement on a 3 générations de rappeurs ici, 2 ou 3 selon comment on regarde, et on se demandait quand vous avez créé les Sages Poètes, finalement à quoi vous pensiez par rapport au rap américain, comment vous êtes situé, et comment vous avez transformé ce mouvement qui venait quand même d'un endroit très particulier en quelque chose, en rap français, plus que rap en français, enfin vraiment ce rap français qui a inspiré certainement, Cadas disait tout à l'heure que vous étiez une grande source d'inspiration, je sais pas pour Doskawa, Georges ou Hippo, mais je pense que pour tout le monde vous êtes quand même une des légendes du rap clairement, donc... Merci. En fait, nous quand on a commencé, on faisait vraiment du rap... Comme on faisait du foot, c'est-à-dire on s'amusait. On n'avait pas de prétention, on voulait juste se retrouver entre nous. On écoutait évidemment du rap outre-Atlantique. On n'essayait pas de copier, on avait nos inspirations, voilà, mais on voulait quand même arriver avec nos styles. Déjà, on a trois personnalités différentes. Pour ça qu'on s'est appelé Sage Poète de la rue. À la base, c'était SPR pour Soul Pop Rock. C'était juste, déjà, il y avait le truc des... l'amour des mots, on aimait bien comment ça sonnait sous le pop rock. Il y avait un truc qui nous plaisait. Au final, quand on a commencé à être un peu plus sérieux, on a gardé les initiales et on a dû trouver un nom qui nous représentait le plus. Donc on avait Mélophilo qui était le sage, Danny Dan qui était plus le poète avec les métaphores, qui a inspiré beaucoup de jeunes dans son style, et moi qui étais plus apparenté à la rue. Voilà, tout ce qui est les bandes et compagnie, machin. Et donc à partir du moment où on a été bien identifié, on a travaillé pour forger notre style, quoi. Sans copier, même si on nous comparait beaucoup à Tribe Called Quest ou à des groupes comme De La Soul, c'était plus par rapport aux instrus. On avait beaucoup d'influences jazzy, soul, etc., dans comment on samplait, etc. Mais dans les raps, on aimait aussi bien ce qui se faisait avec Wu-Tang Clan, que KRS-One, que Biloff, que plein de choses, que français ou américains. J'avais une question pour Doskawa. Au-delà de l'écriture, le rap c'est aussi de la musique. Je sais que si tu es aussi underground, c'est parce que tu utilises beaucoup de ressources musicales qui sont pas très rap entre guillemets. J'avais vu une interview où tu disais que les grosses maisons de disques que tu avais rencontrées t'avaient demandé de faire un seul style de rap. Enfin, une seule style de musique, c'était trop compliqué parce que chez toi il y a du hip-hop, il y a de la dubstep, il y a de la guitare classique, du jazz, de la mandoline. Est-ce que tu racontes autant de choses avec ta musique qu'avec ton écriture dans le rap, et pourquoi autant de trucs différents? C'est une longue question. Oui. Non, je pense que, en fait, la réponse que j'avais dû donner à l'époque va être à peu près la même, parce que je mens pas toujours. Et c'est que je pense qu'on est multifacette, et que faire un album où tu as une seule couleur musicale, c'est hyper pauvre et hyper décevant. Ce que j'avais dit, je crois savoir de quoi tu parles. Sur un album, je peux faire un morceau où je clash les meufs, qui va être misogyne ou je sais pas quoi, parce que j'ai passé une journée de merde, je me suis brouillé avec ma go, je sais pas quoi. Après, je vais faire un morceau d'amour parce que on a fait la paix devant une pizza.
Enfin, une pizza. Je l'ai emmené au resto, machin. Ok, on a fait la paix. Et en fait, c'est plein de petites facettes. Et tu peux pas juste prendre un track et dire ah putain, écoute ce track, ce mec-là, c'est ça, c'est ce qu'il représente. Et le problème, c'est quand les gens en fait, ils prennent ton track et ils disent, ils ont l'impression que c'est une tranche de vie et que c'est cette façon qu'il faut vivre en fait. En fait, il faut écouter tout un album pour comprendre l'univers d'une personne. Et si t'écoutes un track et tu crois que la vie elle est vraiment comme ça, c'est pas bien parce que tu sais, il y a toujours un jour où t'es mal luné, tu vas trouver que ton voisin c'est un connard ou des trucs comme ça, et puis le lendemain tu le crois, ça va mieux et tout. Mais moi je sais que la dernière fois que je me suis fait choper par les flics, j'ai écrit un morceau sur la police. Après j'ai vu des flics avec qui on a parlé dans la rue, ils étaient super cool, on a pu faire un super débat et c'est le début du savoir est une arme. Je dis je remercie la police et gendarmes qu'on ait pu parler ensemble parce que quand on parle avec les gens on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de débiles quand même. Il y a plein de gens qui sont qui nous débectent de prime abord et puis en fait on parle avec les gens on se rend compte que même chez les flics, même chez peut-être les avocats même, hein, je sais pas, même peut-être ici, il y a peut-être des gens bien, je veux dire. En fait, voilà, on est multifacette et il n'y a personne qui se lève le matin en se frottant les mains en disant je vais absolument faire du mal à d'autres gens, quoi. Je pense pas que ça existe à part dans les Walt Disney. Et c'est pour ça que ma musique est multifacette et c'est pour ça que je peux pas signer, je pense, dans une grosse maison de disques. Voilà. Donc on va passer aux questions du public. On va en prendre... Excuse-moi. Mais enfin, le problème c'est qu'il reste 15 minutes, on avait des questions pour tous les autres rappeurs. J'espère que le public va essayer de poser aux rappeurs différents. On va essayer d'en prendre une pour chacun. Merci. Tout d'abord, je suis assez intimidé de vous parler parce que vous êtes 5 personnes que j'admire beaucoup, que j'écoute si c'est pas tous les jours, je vous écoute au moins toutes les semaines, donc je suis super content de vous voir. Ensuite, petite remarque, je suis pas du tout d'accord avec Douskawa dans la première question quand t'as dit que t'étais pas un grand auteur. Pour moi, t'es un mec énorme en or, je t'écoute tous les jours. Voilà. Et ensuite, j'avais une question, juste vous répondez rapidement, c'est à vous 5. Si dans l'écriture, vous êtes du genre à être instinctif, à écrire d'un coup sur une après-midi, ou si vous êtes perfectionniste, à retravailler le texte pendant 2 mois pour être vraiment hyper technique dans votre phase et sortir la punchline du siècle, quoi. Le morceau du siècle, excuse-moi, t'aimes pas le mot punchline. Voilà. On va prendre au moins 3 questions et comme ça ils répondent à tout en bloc. Je pense que c'est plus... La réponse B. Bonsoir, moi aussi je suis alors, super honoré d'être ici. Enfin, je me sens comme une fangirl là, je crois que je vais m'évanouir. Ma question, alors je voulais repartir sur la citation d'Éric Zemmour là, qui disait que le rap est donc une sous-culture d'analphabètes. Ce qui, quand on a écouté ne serait-ce que 2 textes de rap, on comprend tout de suite que c'est complètement faux. Mais ma question, en fait, c'est ce rap-là, qui est le rap commercial, n'a rien à voir avec le rap underground. Et qu'est-ce qui pourrait faire que le rap devienne accepté par la société, et est-ce qu'il a intérêt à faire ça ou est-ce qu'il a plutôt intérêt à œuvrer dans l'ombre pour pouvoir préserver son identité artistique? Il faudrait que les gens arrêtent d'être des mange-merdes. Très bonne. C'est tout. Tu veux répondre? Moi, pour répondre à ta question, il y a des textes qui sortent d'un coup. Il y en a qui peuvent mettre 6 mois, il y en a qui peuvent mettre plus de temps. Mais c'est vraiment à l'instinctif, c'est-à-dire que l'écriture, c'est jamais une contrainte. C'est-à-dire, là j'y vais, il faut que je ponde un truc. Quand ça marche pas, je me lève, je mets FIFA 16 avec le petit et on passe à autre chose. Mais ce qui est beau avec l'écriture, c'est que elle est sans fin. Tu as toujours quelque chose à dire, puisque tu parles tous les jours, tu vois tous les jours, grâce à Dieu. Et voilà, donc je pense que chaque morceau est différent dans son terme de travail qu'on met dessus. Et sinon, pour répondre à ta question, que j'aimerais bien que tu me reformules.
Oui. Bah, je pense que chaque musique s'est confrontée à l'argent à un moment donné. Et puis je pense tout simplement qu'il y a des gens dont leur métier c'est de faire de l'argent avec la musique. Donc ils prennent des formules qui marchent. Parce que maintenant je vais au concert de mes petits parfois, tu vois, donc je vois le public. Ça n'a rien à voir avec le public qu'on avait nous à leur âge. D'ailleurs à leur âge on n'allait pas en concert de rap. À 14 ans, mais j'ai vu des trucs qui moi m'ont personnellement choqué. Je peux te le dire, hein, parce que je le dirais devant lui aussi, mais j'étais au concert de La Fouine à Strasbourg, et moi j'arrivais pas à concevoir que ce mec sur scène insulte les enfants devant leurs parents. Donc moi j'ai pris mes gosses, j'ai dit on se casse. Mais ce qui me choque le plus dans cette démarche-là, c'est que si on replace nous, à notre époque, si on disait le quart de ce que ces gars disent, on se faisait défoncer. Par les grands, tout simplement. Et puis j'arrive pas à concevoir aussi d'écrire un texte en me disant si je dis ça, c'est sûr je vais m'embrouiller dans la ville où je vais aller demain parce que il y a un gars qui sera plus fou que ce que j'ai écrit qui voudra me tester parce qu'il est vraiment fou. C'est des concepts que j'arrive pas à rentrer dans ma tête, hein. Je te le dis comme c'est, je comprends pas. Mais je me dis tout simplement que il y a des gens qui doivent faire de l'argent avec la musique. Eh ben ils le font à notre dépend, mais j'ai cette fierté de dire qu'on reste l'alternative à ce genre de musique. Ouais, moi aussi je suis tout ému, genre 5 rappeurs en bout de nuit, c'est bien lourd. Et j'oublie pas que le rap c'est aussi le clash un petit peu quand même, du coup est-ce que vous pourriez me faire kiffer et lâcher une phase ici, là où il y a mon prof de micro qui donne des cours tous les mercredis et c'est pas ça. Et si vous pouvez aussi au passage clasher Sciences Po parce que malheureusement on nous répète tout le temps qu'on a la grosse tête, donc faites-nous redescendre un petit peu, vous referiez ma semaine. Moi quand j'ai dit à ma mère que je venais à Sciences Po, c'est la première fois qu'elle m'a dit waouh. Sinon je pourrais te dire ça. D'après le rap, les femmes se ressemblent toutes, sauf sa mère. Je suis né en août, loin de la mer, le cul bronzé dans ma merde. Des premiers pas aux premières parts, vers noir et même à 310 dans ce béton, jusqu'à tard. Et puis voilà, moi je suis plus en mode... Alors comment on sait? C'est K-A-D-A-Z à Sciences Po. Donne-moi un micro et je viens faire le beau. Lève tes mains qu'on change les habitudes ici et là. K-A-D-A-Z, tu me connais, on m'appelle Daska. J'aime prendre le mic et raconter des trucs sur moi, sur toi, sur elle. Surtout, j'aime quand la rime est belle. Vas-y, fais la photo, le Canon, le Nikon, je l'aime bien. Et le micro, je le nique, je le coince bien. Désolé pour l'insulte, c'est pour faire style. K-A-D-A-Z, Strasbourg, c'est ma ville. On m'appelle le crocodile, je l'ai pas sur moi, j'ai juste 3 vaches. K-A-D-A-Z, ça rappe cash. Merci. Bonsoir à vous tous. Par ici, merci. Excusez-moi d'interrompre, je suis au fond de la salle, j'ai un micro depuis 5 minutes. Juste, je voulais caser ma question. Fais-toi plaisir. C'est gentil, merci. Vas-y, je me lève. Je voulais commencer avec une remarque pour monsieur le sociologue politiste. En fait, vous utilisez des expressions, voilà, les jeunes de banlieue sont des violeurs dans des caves, des pseudo-terroristes, de potentiels terroristes et tout. Et je pense qu'il y a une vertu pédagogique à essayer de caricaturer le discours médiatique qui est fait sur ces populations. Mais je pense que vous devriez faire vraiment attention aux termes que vous utilisez quand vous parlez de populations qui sont vulnérables et qui ont quasiment pas de voix, à part à travers le rap, notamment. Et à travers des mouvements politiques qui sont assez minoritaires en France en ce moment. Et en fait, je dis ça... Moi, je pensais au départ que votre approche était bonne, mais en fait, quand vous avez fait cette opposition entre le rap conscient, qui serait le bon rap, et puis après le rap un peu plus gangsta, marchandisé, qui serait un rap un peu aliéné, et vous avez parlé de Joséphine Baker, donc cette espèce de performance de la différence,
je pense que c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être, parce que vous retombez dans cette... vous essentialisez ces personnes-là, et vous essentialisez aussi la culture. Non, mais vous s'offusquez pas, hein, juste... C'est une critique constructive, monsieur. Et donc... 2 secondes. Et on voit notamment dans le groupe NTM qu'il y a cette ambiguïté. C'est le rap, c'est aussi ça. Il y a d'un côté cette idée de voilà, j'ai envie de flamber et puis montrer qui je suis, montrer que j'ai la thune et que je suis réel. Mais il y a aussi cette idée d'avoir un message politique. Et d'ailleurs, le rap en soi, son existence, il est arrivé dans les années 80, au moment où il y a eu la marche pour l'égalité et contre le racisme. C'est une de ces voix, et le fait que ça existe, c'est un mouvement politique en soi. Et NTM, il y a Ma Benz, mais il y a aussi Qu'est-ce qu'on attend. Il y a la glorification de la culture gangsta et du matérialisme, mais en même temps, il y a cette idée qu'il faut vraiment changer la France et qu'on a besoin d'une révolution. Et donc, dans toutes ces variantes du rap en France, il y a aussi bien donc, le gangsta et le conscient, mais derrière tout ça, il y a la quête du respect. Et il y a le désir d'être respecté et de pouvoir agir avec dignité en France. Et donc ça me ramène à ma question, qui est pour Zoxy et Giorgio. On est en France en ce moment, on voit qu'il y a un discours islamophobe, il y a des femmes voilées qui sont attaquées dans la rue, on se prend des sales regards si on porte une djellaba. Il y a une montée du fascisme, et en France, à Sciences Po, il s'est passé quelque chose récemment où le FN a été reconnu comme parti politique à Sciences Po. Donc il y a une montée du fascisme. Avec le plan Vigipirate et l'ambiance post-Charlie, il y a une présence policière qui est de plus en plus violente. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'engagement politique à travers le rap, si vous le voyez, si vous pensez que c'est quelque chose qui va pouvoir porter, donc un rap politique qui va pouvoir mobiliser et puis essayer de converger des luttes politiques autour de l'immigration et de ce qui se passe dans les quartiers populaires et en général, mais aussi est-ce que vous pensez pouvoir vous engager de cette manière-là personnellement? Et je vous demande à vous deux, parce qu'il y a une légende du rap des années 90 et puis un des meneurs de la nouvelle génération. Merci. Je vais juste répondre très brièvement puisque ça porte sur ce que j'avais dit. Écoutez, c'est filmé, mais normalement c'est rediffusé, donc je vous invite vraiment à réécouter ce que j'ai dit parce que vous résumez d'une faction qui n'est pas ce que j'ai dit. Sur le vocabulaire que j'emploie, en fait, ça s'appelle une démonstration par l'absurde. Et pour l'instant, ça marche extrêmement bien depuis que j'ai commencé à développer ce type de rhétorique sur le monstrueux jeune de banlieue. C'est-à-dire qu'une fois que cette chose-là est émise, ça devient systématiquement plus difficile de raconter authentiquement n'importe quoi sur les jeunes de banlieue. Parce qu'il a suffi d'entendre une fois cette description complètement absurde que je viens de faire et qui est un concentré de clichés qui, eux, sont véritablement émis. Ça s'appelle une démonstration par l'absurde. Donc oui, c'est de la rhétorique. Et ça marche. Ensuite, sur rap conscient et rap ego trip, pardon, mais j'ai dit quand on a eu cette discussion et quand on a eu des échanges sur cette estrade, j'ai dit que l'ego trip a aussi un sens, une signification en soi, et que ça ne se limite pas au rap conscient, et que le rap conscient est la distinction entre rap conscient, ego trip, etc. était trop simpliste et trop caricatural, je l'ai dit ça, et sur la question de l'ego trip, j'ai pris l'exemple de Booba en disant que quand il part dans un message extrêmement nihiliste, ça n'est pas que du pur ego trip, ça veut dire aussi quelque chose. Quant au pseudo-gangster que j'ai comparé à Joséphine Baker, je maintiens, mais sur en quoi je l'ai comparé à Joséphine Baker, c'est parce qu'il est dans une entreprise d'escroquerie par la mise en scène de lui-même en gangster anti-système, alors que c'est un père de famille quadragénaire qui paye ses impôts et qui optimise sa fiscalité comme un certain nombre de personnes dans son niveau de revenu, et que cette personne, donc, fait sa thune en confortant une partie des auditeurs de centre-ville dans leurs clichés anti-jeunes de banlieue. Et c'est ça que j'ai dit. Bon, il reste 1 minute, on va dire 3 minutes, parce qu'on va tricher un petit peu. Donc, vraiment répondre en même temps aux 2 questions que tu as posées, c'est-à-dire que vous concluez en disant finalement, qu'est-ce que vous pensez que le rap va devenir demain? Pour Giorgio et pour Zoxy, répondre très rapidement à la question de l'engagement et dire au revoir à la salle. Désolé. Du coup, pour revenir à la première question, moi j'écris instinctivement tout le temps.
Et maintenant, je fais juste attention. J'ai un calcul à pas... même tout en étant instinctif, je fais attention à pas regretter certaines phases que j'ai pu poser plus jeune en les pensant sur le coup, et un peu comme Douskawa avec la police, avec son exemple sur la police, et après les regretter parce que finalement ça peut me faire mal ou blesser des personnes ou quoi que ce soit. Et pour l'engagement, je crois que c'est important d'avoir un discours dans sa musique et de s'y tenir. Après, est-ce que le rap doit forcément être politisé? Je sais pas, parce que ça reste de la musique, et la musique c'est avant tout pour beaucoup d'entre nous, et pour moi personnellement aussi, du divertissement. Alors même si on peut écouter des textes très profond et s'accrocher à ça, ça reste du plaisir. Alors, est-ce qu'il doit forcément être politisé? Je sais pas. Par exemple, le mien l'est pas du tout, ou du moins je crois pas, mais c'est parce que je m'y connais vraiment pas du tout en politique, et je voudrais pas dire de conneries ou me rattacher à quoi que ce soit que finalement je pourrais même pas bien défendre parce que je m'y connais pas. Et donc du coup, je pense pas qu'il doit forcément être très politisé. Et s'il y en a qui arrivent à le faire à bon escient, pour avancer vers un monde un peu utopique et meilleur, qu'ils le fassent. Mais c'est pas dans le don de tout le monde, je crois. Déjà, merci pour ton intervention. Je l'ai trouvée assez pertinente. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que je dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas un type de rap, mais il y a des styles de rap. Voilà. Donc il peut y avoir du rap un peu cool, du rap, comme on dit, conscient, du rap technique, du rap sauvage. En fait, il y a plusieurs styles de rap. C'est une des forces de cette musique. Maintenant, pour le côté politique, si je peux vous donner une petite anecdote, début de semaine, il y avait un meeting de Barcelone, parce que elle est régionale bientôt. Et en fait, il y a 40% d'abstention. Voilà, c'est-à-dire ces 40%, à mon avis, c'est surtout les jeunes qui ne vont pas voter. Donc moi, on m'a contacté. Je fais partie je suis d'aucun parti, mais je suis fondamentalement de gauche. Voilà, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas? On me demande d'aller chanter, c'est ce que je sais faire. On m'a proposé. Tant que c'est pas récupéré, et tant que c'est avec du respect, comme tu disais, j'ai dit pourquoi pas. Je peux rapper ici, je peux rapper dans la rue, je peux rapper devant des politiques, parce que le rap, c'est une musique qui rassemble, qui est fédératrice, et ça, ils le savent très bien. Donc si on peut utiliser cette force-là pour faire passer aussi des messages plus haut, à un moment on m'a parlé de la culture, etc. Si grâce à mon implication, même si j'ai pas une étiquette de rappeur politique, le fait que j'aille chanter, que je rencontre des gens que j'aurais pas spécialement croisé et que ça peut faire changer quelque chose pour la culture, pour notre culture, j'y vais. Moi, j'ai l'habitude de dire une phrase d'un rappeur de Belleville qui s'appelait Hakim Djangalala, qui, à l'époque où justement les banlieues étaient à la mode, donc on les retrouvait dans les talk shows, et il disait: pour moi, le plus grand des hommes, c'est celui qui fait plein d'enfants et les éduque tous bien. Je pense qu'on devrait arrêter de jouer à se faire peur, parce que j'ai l'impression que le jeu politique, c'est jouer sur la crainte de l'autre. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé ici. Après, je ne connais pas vos destinées, vers quoi vous serez destinés, mais ce qui m'a choqué, je crois que j'ai jamais vu autant d'ordinateurs allumés que ici. Moi, je vous invite vraiment à un moment donné de fermer cet ordinateur et de sortir et de rencontrer l'autre et de voir de vos yeux ce qui se passe dehors, que ce soit en bas de chez vous, chez votre voisin, s'intéresser à l'autre et quel que soit son parti politique, le laisser parler, tout simplement.